Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à un nouveau modèle de propagation d'épidémie. Donc dans la vidéo précédente on avait regardé le modèle dit SIS. Donc il s'appelait SIS parce qu'il s'intéressait en fait à la modélisation de maladies pour lesquelles on ne peut pas acquérir d'immunité. Donc il n'y a pas d'immunité acquise, ce qui veut dire qu'on avait seulement deux compartiments, un compartiment de personnes qui étaient susceptibles d'attraper la maladie et un compartiment de personnes qui étaient infectées. Et donc les personnes susceptibles pouvaient s'infecter, les infectés passaient un certain temps dans le compartiment d'infectés avant de revenir au compartiment susceptible. Donc on avait dit que ça c'était typiquement un modèle qui était adapté pour des épidémies du type grippe ou rhume commun. Alors, c'est pas vraiment adapté à la modélisation de maladies pour lesquelles on peut acquérir de l'immunité ou même pour lesquelles on peut mourir, puisque dans ces cas de figure, on va avoir les infectés qui vont quitter le compartiment infecté pour entrer dans un nouveau compartiment qu'on appelle le compartiment R. R pour les personnes qui sont remises ou mortes. En fait, on devrait plutôt dire le compartiment des personnes qui sont retirées de l'expérience, et c'est pour ça qu'on appelle ce modèle le modèle SIR, et c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors on s'intéressait la dernière fois au modèle SIS, donc on avait fait une vidéo qui est d'ailleurs dans la description de cette vidéo actuelle, et parce que en fait les équations différentielles de ce modèle SIS ont des solutions qui sont analytiques, et on va voir qu'en fait le modèle SIR lui n'a pas de solution analytique. Alors je préviens tout de suite qu'on ne tient pas compte des effets démographiques. Donc on n'en tenait déjà pas compte la dernière fois, on ne tiendra pas compte cette fois-ci non plus, ce qui veut dire qu'on néglige par exemple la natalité ou la mortalité par d'autres effets que cette maladie. Ce qui est relativement raisonnable si on dit que en fait, l'épidémie se propage à travers la population sur un temps qui est relativement court par rapport aux effets démographiques. Alors je ne reviendrai pas sur la justification des équations différentielles parce que j'estime que on l'a assez bien décrite pour le modèle SIS, et je vais directement écrire les équations différentielles, et j'utilise tout de suite en fait pas les nombres de personnes susceptibles infectées et grand R, mais les proportions de personnes susceptibles infectées et remises. Ce qui veut dire qu'on a S plus, donc S c'est la proportion, la fraction de la population qui est susceptible d'attraper la maladie, petit i c'est la fraction de personnes infectées, et petit r c'est la fraction de personnes remises. Et donc la somme de toutes ces fractions doit forcément être égale à 1, puisque ça tient compte de l'intégralité de la population. Donc j'ai la somme qui est égale à 100%. Alors à partir de là, je peux écrire les équations différentielles. Donc j'ai S' de t, c'est une fonction de t, alors qui est aussi égale à ds sur dt, en notation différentielle, et elle est proportionnelle à un coefficient bêta fois le produit du nombre de personnes infectées, de la fraction de personnes infectées par la fraction de personnes susceptibles. Donc bêta fois is. Donc ça c'est un coefficient qui tient compte du taux de relation entre i et s, donc de contact entre i et s, par unité de personnes susceptibles, et qui rajoute à chaque instant une certaine proportion, retire une certaine proportion de personnes susceptibles. De la même façon, j'ai i' de t qui va être égal cette fois à bêta fois is, puisque ce que j'ai retiré aux susceptibles, je dois l'injecter dans les infectés, et je retire une certaine fraction de personnes infectées qui vont se retrouver dans le compartiment des personnes retirées. Voilà, voilà mes trois équations différentielles. Elles sont non linéaires parce que ici j'ai un produit de deux fonctions, et elles sont couplées les unes avec les autres. Donc je n'ai pas de solution analytique, et je n'ai pas de façon de résoudre ce système analytiquement. Ceci dit, ça ne nous empêche pas de dire un certain nombre de choses relativement profondes. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est on peut regarder
cette équation-là en particulier. Alors, avant toute chose, un système d'équations différentielles n'est pas complet tant que je n'ai pas donné les conditions initiales. Et donc les conditions initiales, c'est que à l'instant initial, S de 0, que je vais noter S indice 0, est forcément positif. Alors il est forcément positif, mais il est aussi forcément plus petit que 1, à cause de cette relation-là. De la même façon, le nombre d'infectés à l'instant initial suit la même chose, il est aussi positif et inférieur à 1, et pareil pour R de 0 qui est égal à R indice 0, positif et plus petit que 1. Donc la première chose que je voulais dire concernant S', c'est que, eh bien, donc S' égale moins bêta IS, bêta et gamma, j'ai choisi de façon à ce que ce soit des coefficients strictement positifs, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc bêta, c'est strictement positif. Et I et S sont tous les deux positifs également. Donc en fait là j'ai quelque chose qui est positif avec un signe moins devant, donc S' est négatif. Alors le produit I fois S est positif ou nul, hein, donc S' est négatif ou nul. Donc la première conclusion, c'est que S est décroissante. Donc ça c'est une conclusion relativement simple à observer. S est forcément décroissante. Et c'est relativement logique parce qu'en fait il n'y a qu'un chemin possible pour les personnes susceptibles. Alors soit elles y restent, donc on peut tout à fait rester chez les susceptibles, soit on est infecté, et puis si on est infecté, inexorablement on finit dans le compartiment R au bout d'un certain temps. Donc S ne peut que décroître. Donc ça c'est la première chose importante à noter. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est regarder le régime stationnaire. Donc le régime stationnaire, c'est au temps long, d'accord? Donc lorsque t tend vers plus l'infini, c'est le moment où S, I et R ne varient plus avec le temps. Donc elles deviennent constantes. Donc ça veut dire que si elles sont constantes, que leurs dérivées sont nulles. Et alors si la dérivée de R' est nulle, ici on voit bien que ça veut dire que I est égal à 0. Et si I est égal à 0, et ben, ça annule toutes les deux autres équations différentielles. Donc ça en fait implique que I est égal à 0 au temps long. Alors I égale à 0 au temps long, en fait c'est ce que je vais appeler I infini. D'accord? Donc j'ai I infini qui est égal à 0. Donc ça c'est ma deuxième observation importante. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'équation pour I', et je vais la réécrire d'une façon légèrement différente. Donc j'ai I' de t qui est égal à bêta is moins gamma i, et je vais factoriser le gamma i. Donc j'ai gamma i, facteur de bêta is sur gamma i, moins 1. Voilà. Donc les i se simplifient, et il me reste un coefficient bêta sur gamma, que je vais appeler coefficient sigma. D'accord? Donc cette équation, elle devient égale à gamma i, facteur de sigma s, moins 1. Alors qu'est-ce que c'est que ce coefficient sigma? Ce coefficient sigma, c'est le ratio entre la probabilité de contact entre les individus I et les individus S, la fraction d'individus I et la fraction d'individus S, par unité de personnes susceptibles. Donc c'est un taux de contact par unité de personnes susceptibles qui est normalisé par le taux de rémission, ou le taux de retrait du compartiment désinfecté. Alors, ce terme-là, c'est ce qu'on appelle le coefficient de contact par unité de personnes susceptibles. D'accord? Et c'est aussi ce qu'on appelle parfois le coefficient R0, donc vous avez probablement déjà entendu parler dans les médias récemment.
Donc c'est un peu ça qu'on essaye de maîtriser lors d'une propagation d'épidémie, hein. Donc en prenant des mesures de confinement ou de quarantaine, des mesures des gestes barrières ou des choses comme ça. On essaye un peu de maîtriser ce coefficient de contact. Alors il faut savoir que pour l'épidémie de Covid-19, on ne sait pas encore ce que vaut ce coefficient de contact, mais on s'imagine qu'il est compris entre peut-être 1,5, on estime qu'il est compris entre 1,5 et 3, 3,5, c'est pas encore très clair. Ce coefficient de contact il peut devenir très élevé pour certaines maladies, en particulier pour la maladie, j'oublie comment elle s'appelle en français, mais c'est les measles. C'est un coefficient de contact qui est supérieur à 10. Donc c'est très élevé pour le coup. Donc, si j'ai écrit I' de cette façon-là, en fait, c'est pour constater déjà que gamma i était forcément positif, et donc que le signe de I' est complètement déterminé par sigma s moins 1. Alors à partir de là, je peux me poser la question, que se passe-t-il lorsque sigma s0 est inférieur à 1, c'est-à-dire le produit du coefficient de contact par la population initiale de personnes susceptibles d'être infectées? Puisque sigma S0 est inférieur à 1, ça veut dire que I' de 0 est forcément négatif. D'accord? I' de 0 est forcément négatif, et donc I décroît. D'accord? I décroît et finit par avoir I infini égale à 0. C'est pas une implication, mais ça c'est ce qu'on a démontré juste avant. On arrive au final à I infini égale à 0. Donc on est, quand sigma S0 est inférieur à 1, on commence. Alors, I décroît, mais j'ai aussi S qui est décroissante. Donc si S est décroissante, ça veut dire qu'à tout instant ultérieur, à l'instant initial, sigma S va continuer, va être de plus en plus petit, tout en étant inférieur à 1. Donc j'ai forcément quelque chose qui demeure inférieur à 0. Donc c'est forcément décroissant. D'accord? Donc ça veut dire que je démarre en I0 et je décroît. Je décroît vers 0 en fonction du temps. Alors, on se demande maintenant qu'est-ce qui se passe dans le cas de figure où sigma S0 est supérieur à 1. Dans ce cas-là, c'est le contraire, j'ai I' de 0 qui est positif et donc I qui croît. Alors I croît, certes, mais S est décroissante, ça c'était la première chose qu'on avait vue, donc ça veut dire qu'il arrive un moment où S atteint une valeur critique, donc sigma S critique, ce que je vais appeler sigma S critique, pour lequel on a sigma S critique qui est égal à 1. Et dans ces cas-là, on arrive à I' qui est égal à 0. Donc c'est un instant spécial où I' est nul, et donc I atteint un maximum que je vais appeler Imax. Et puis, pour S supérieur, alors pour tout instant ultérieur, on va avoir S qui est inférieur à S critique, et on va se retrouver avec sigma S qui est inférieur à 1, et donc I' négatif, et on se retrouve à décroître. I décroît. Donc là, je suis dans une situation, si à l'instant initial, le produit sigma S0 est supérieur à 1, eh bien, au cours du temps, je démarre à I0, la fonction va croître, atteindre un maximum, puis décroître et finir en I infini égale à 0. Et donc là, j'ai atteint I max. Et là, j'ai 0. Donc ça, c'est l'évolution temporelle de la fonction I. Très bien. Alors qu'est-ce que je peux dire de plus? Si je regarde les équations différentielles pour I et S, donc on avait I' qui est égal à plus bêta I S moins gamma I.
Donc ce que j'ai écrit en fonction du facteur sigma, alors je ne vais pas le réécrire tout de suite comme ça, et j'ai S' qui est égal à moins bêta IS. Bah, à partir de ces deux équations, je peux m'intéresser au ratio I' sur S', ce qui en notation différentielle est égal à ds sur dt divisé par, non pardon, di sur dt divisé par ds sur dt. Les dt se simplifient et je me retrouve avec la dérivée de i par rapport à s. Et donc si je fais le ratio avec les termes qui sont à droite des égalités ici, je me retrouve avec moins 1 plus gamma sur bêta s. Et là je reconnais, gamma sur bêta, c'est l'inverse de sigma, c'est 1 sur sigma. Donc j'ai i' de s, en tant que fonction de s, qui est égal à moins 1 plus 1 sur sigma s. Et ça se comporte bien, c'est une fonction que je sais intégrer. Je sais l'intégrer entre i0 et i de t pour ce qui concerne i, et donc pour ce qui concerne s, entre s0 et s de t. Et donc cette fonction, une fois intégrée, me donne i qui est égal à i0 plus s0 moins s plus 1 sur sigma log de s sur s0. Voilà. Alors ça c'est un joli constat que de voir que on peut totalement déterminer l'évolution temporelle des infectés à partir de l'évolution temporelle des personnes susceptibles. Et donc je peux en tirer une conclusion immédiate puisque je sais que i infini est égal à 0. Je fais tendre t vers l'infini dans cette expression là. Donc ça va me donner en fait la valeur finale du nombre de susceptibles, de la fraction de susceptibles. Donc j'arrive à i0 plus s0 moins s infini plus 1 sur sigma log de s infini sur s0. Autrement dit, là j'ai une équation qui me permet de déterminer la valeur finale du coefficient de susceptibilité, en tout cas la valeur vers laquelle tend la fraction de personnes susceptibles. S infini est une solution de cette équation. Malheureusement c'est une équation transcendantale puisqu'elle fait intervenir S infini et log de S infini. C'est une équation transcendante et je ne peux pas trouver de solution de façon analytique, mais je peux trouver malgré tout des solutions de façon numérique. Alors je peux aussi écrire cette équation d'une autre façon. En fait, je peux déjà faire l'hypothèse relativement raisonnable. C'est pour simplifier les choses et puis pour pouvoir tracer un graphe en fait. Je fais l'hypothèse relativement raisonnable que I0 plus S0 à l'instant initial c'est à peu près égal à la population totale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on néglige le nombre de personnes retirées à l'instant initial. De toute façon, quand une épidémie démarre, en général, il n'y a pas encore de personnes qui ont acquis de l'immunité, ni de personnes qui en sont mortes. Donc, on arrive à 1 moins S infini plus 1 sur sigma log de S infini sur S0, qui est égal à 0. Et là, j'essaye d'isoler sigma, et j'arrive à le faire. Ça me donne 1 sur 1 sur S infini moins 1 ln de S infini sur S0. Et cette fonction-là, je peux la tracer. Et donc elle est tracée ici. Voilà, sigma est égal à 1 sur S infini moins 1. Je vais prendre mon pointeur laser. Fois logarithme népérien de S infini sur S0. Et donc pour pouvoir tracer cette courbe, j'ai supposé que le nombre de personnes susceptibles au début de l'expérience est 99,99%. Donc j'ai une fraction très petite d'infectés à l'instant initial. Et que voit-on?
quand S infini tend vers 0, et bien le terme ici 1 sur S infini moins 1 tend vers moins 1 fois le logarithme de quelque chose qui tend vers 0, c'est-à-dire moins l'infini. Donc moins 1 fois moins l'infini, ça fait plus l'infini, et donc j'ai quelque chose qui tend vers plus l'infini quand S infini tend vers 0. Quand S infini tend vers 1, alors quand S infini tend vers 1, et ben, au premier ordre, le logarithme de... Alors, donc on a S infini qui est pas loin d'être égal à 1 aussi. Hein. Donc ça veut dire qu'au premier ordre, en fait, j'ai log de S infini, à peu près. Et au premier ordre, ben, je peux faire un développement limité de log de S infini. Je tends vers 1 par valeur négative. Donc c'est à peu près égal à S infini moins 1, divisé par S infini moins 1. C'est pas loin d'être égal à 1. Donc quand je m'approche de la valeur S infini qui est égale à S0 qui est pas loin d'être égal à 1, et bien j'ai sigma qui est égal à 1. Et en fait on s'aperçoit que ça décroît très très vite. Ça décroît très très vite pour atteindre 0. Parce que, en fait, si S infini est égal à S0, et ben, j'ai S0 moins 1 avec S0 qui est différent de 1, donc ici j'ai quelque chose de constant. Mais là, j'ai le logarithme népérien de 1. Et donc ça c'est forcément nul. Donc, quand S infini est égal à S0, qui est ce point-là, eh bien j'ai sigma qui est nul. Et donc l'évolution de cette courbe, elle paraît tout à fait satisfaisante, tout à fait logique, c'est-à-dire que si sigma est petit, et notamment s'il est inférieur à 1, eh bien j'affecte peu la population initiale de susceptibles, qui est à peu près tout le temps égale à la population initiale. Donc à l'infini, j'aurai une population susceptible à peu près égale à la population susceptible à l'instant initial. Et à mesure que ce sigma augmente, eh bien S infini va diminuer, et puis au bout d'un moment, il commence à, donc il diminue très vite au départ, et puis au bout d'un moment, eh bien il tend vers 0. Et donc plus ce sigma devient grand, plus ça tend vers 0. Donc déjà vous voyez que quand on est égal à 5, on est de l'ordre du pourcent de personnes qui n'ont pas été atteintes par la maladie. Voilà, donc maintenant que j'ai écrit ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien, on peut se demander à quoi est égal Imax. Enfin, comment se comporte Imax. Alors, Imax, donc on a dit que I de S, c'est égal à I0 plus S0 moins S plus 1 sur sigma log de S sur S0. C'est ce qu'on avait démontré juste avant. Et donc, on sait aussi que, c'est ce qu'on avait vu un peu plus tôt, que I atteint un maximum lorsque on atteint la valeur S critique, telle que sigma S critique est égal à 1. C'est là qu'on annule la dérivée et donc qu'on atteint le maximum. Autrement dit, c'est le moment où sigma est égal à S est égal à 1 sur sigma. Donc j'ai juste à remplacer dans l'expression de I, j'ai juste à remplacer S par 1 sur sigma, et donc I de 1 sur sigma, c'est égal à I max, qui est égal à donc I0 plus S0, moins 1 sur sigma, plus 1 sur sigma, ln de 1 sur sigma S0. Donc ce que je peux réécrire sous cette forme-là, donc c'est I0 plus S0, moins 1 sur sigma, facteur de 1, plus log de sigma S0. Alors ça, c'est un résultat qui est assez joli, c'est-à-dire que si je connais le nombre d'infectés à l'instant initial, le nombre de susceptibles à l'instant initial et le coefficient de contact sigma, donc le R0, eh bien, je suis capable de prédire la valeur maximale atteinte, le pic d'infection, c'est-à-dire le pic atteint par la courbe des infectés au cours du temps. Et donc si j'analyse un petit peu l'évolution de cette fonction, donc
je regarde Emacs, imaginons que on ne veuille pas saturer le système de soins, donc on voudrait que Emacs soit inférieur à une certaine valeur. J'ai besoin de savoir comment évolue cette fonction. Alors on va l'étudier en fonction du produit sigma fois S0, d'accord, parce que c'est plus simple. Donc si je le réécris légèrement, en fait, ça va être égal à I0 plus S0 moins S0 sur sigma S0 plus facteur de 1 plus log de sigma S0. Je vais encore faire l'hypothèse que I0 plus S0 c'est à peu près égal à 1 à l'instant initial. Et donc au final j'arrive avec l'équation de Emacs qui est que Emacs est égal à 1 moins S0. Et puis je vais tout de suite poser que sigma S0 égale à X pour simplifier. Donc moins S indice 0 sur X facteur de 1 plus log de X. Alors, quand X tend vers 0, eh bien, en fait, non, c'est surtout quand sigma S0 est inférieur à 1, ça on a déjà résolu ce problème. On sait que I0, on sait que dans ces cas-là, la fonction Emacs, c'est... on a dit que si sigma S0 était inférieur à 1, en fait, on a I' qui est négatif, on a I qui décroît, et donc en fait la valeur maximale de I, c'est la valeur initiale. Donc en fait, on a I0 ici, et on va avoir quelque chose qui est égal à I0 jusqu'à ce qu'on atteigne cette valeur limite, à partir de laquelle on a I qui peut commencer à croître, et donc Imax qui va aussi commencer à croître. Et il va croître comment? En 1, si je calcule si je regarde la limite quand x tend vers l'infini, donc c'est-à-dire que le produit sigma S0 tend vers plus l'infini, donc j'ai le log de x qui tend vers plus l'infini, et j'ai la fonction 1 sur x ici, qui tend également vers plus l'infini. Donc là, de toute façon, log de x sur x, c'est le 1 sur x qui l'emporte, et donc ça tend vers 0. Par contre, j'ai aussi un 1 sur x ici, et ce 1 sur x, lui, en plus l'infini, il va tendre vers 0 également. Donc tout ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et Imax tend donc vers 1. Donc j'ai une valeur un peu plus haut, qui est égale à 1. Donc là j'ai pris peut-être de façon exagérée une valeur de I0 qui était très élevée, hein, mais bon, si elle était plus petite, elle se retrouverait en bas. Et j'ai une fonction qui croît pour atteindre 1 de façon asymptotique. Donc voilà pour Emacs. Et au final, la dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est me concentrer en fait sur l'ensemble, sur un graphe I en fonction de S. Donc un graphe I en fonction de S qui va tracer l'ensemble des chemins la fraction de personnes infectées en fonction de la fraction de personnes susceptibles. Et je vais faire encore l'hypothèse que I0 plus S0 est à peu près égal à 1. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, donc j'ai tracé un graphe là que je vais commenter dans quelques instants, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur un diagramme infecté susceptible, et bien puisque la somme des infectés et des susceptibles est forcément plus petite que 1 à tout instant, et bien ça veut dire que donc, la fraction de personnes infectées est inférieure à 1 moins S, donc la fraction de personnes infectées est forcément en dessous de la droite d'équation I est égal à 1 moins S, donc, qui est celle-là. Et donc,
si j'ai 0 là, eh bien l'ensemble des points IS est forcément contenu, défini sur ce triangle là. Voilà. Alors j'ai dessiné ici ce triangle et j'ai pris quelques valeurs spécifiques. Donc j'ai repris la fonction, hein, i est égal à 1 moins s plus log de s sur s0 divisé par sigma, et j'ai pris une valeur spécifique de sigma égale à 2. Et j'ai fait l'hypothèse que S0 plus I0 est égal à 1. Donc si S0 plus I0 est égal à 1, ça veut dire que forcément je me trouve sur la droite d'équation I est égal à 1 moins S à l'instant initial. Donc je suis forcément sur la droite rouge. Et donc vous voyez qu'en fonction de différentes valeurs prises par S0, eh bien je trace les différents chemins IS, le diagramme IS, et puis je trouve ces différents chemins qui ont des formes courbées. D'accord. Donc là j'ai 90% de la population qui est égale à S0 au départ, ici 81%, 70%, etc. jusqu'à 10%. Et on voit qu'elles passent toutes par un maximum. Donc vu que S décroît au cours du temps, ça veut dire que je démarre forcément sur cette courbe là, et puis ensuite je suis cette ligne courbée jusqu'à terminer mon expérience ici, qui est un point stable, puisque c'est le moment où le nombre d'infectés est nul. Et donc ici j'ai S infini. Donc si je commence avec 90% de personnes susceptibles, je démarre sur cette droite rouge, et au cours du temps, je suis cette courbe jusqu'à terminer en S infini là, et je passe par un I maximum qui est obtenu lorsque S est égal à 1 sur sigma, c'est-à-dire S est égal à 1,5 dans ce cas-là, puisque sigma égale 2. Et on voit que si jamais S0 est inférieur à 1 sur sigma, donc ça se produit dès lors que je prends un S0 qui est sur la droite au-delà de ce point vert ici, eh bien le maximum de nombre de personnes infectées, de fraction de personnes infectées, eh bien c'est la valeur de départ, et donc j'ai plus que des fonctions d'infectés qui décroissent pour finir en S infini. Et donc on voit quelque chose aussi d'assez surprenant, c'est que donc, le sigma, là je l'ai pris égal à 2, on voit que en fait les S infini, déjà à 90% de personnes susceptibles, mais en fait elles sont très décalées en fait vers les valeurs finales, et donc la fraction de personnes susceptibles qui reste à la fin de l'expérience en fait se retrouve relativement confinée du côté gauche du graphique, et si j'augmente la valeur de sigma, je vais diminuer la valeur de 1 sur sigma, et ce maximum va se retrouver de plus en plus à gauche, et je vais tout confiner, tout ratatiner sur la gauche du graphe, avec des courbes qui vont monter de plus en plus haut pour venir se casser la figure. Et donc plus sigma est élevé, plus c'est difficile de ne pas avoir une population d'infectés grande, et donc une population de personnes saines à la fin qui est faible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.